Salut Maxime. Salut Nicolas. Eh bien, aujourd'hui, donc jeudi 28 février 2024, je suis ravi de recevoir Maxime Derian sur le podcast Comptoiria. Maxime est chercheur et consultant, anthropologue technique, anthropologue des techniques, anthropologue du numérique de formation, spécialisé dans l'hybridation entre l'humain et la machine, basé au Luxembourg. Maxime, j'ai vu que tu avais une vision passionnante, hyper intéressante. Tu es le deuxième anthropologue que je reçois sur le podcast. En préparant déjà, tu m'avais sorti des choses et des réflexions passionnantes. Donc, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Alors, actualité très riche, mais tout d'abord, Maxime, je rajoute que tu es basé au Luxembourg, hein, si jamais il y a des gens qui veulent te contacter, et s'il y a une communauté aussi sur l'IA générative là-bas. Et je crois que tu m'avais dit d'ailleurs qu'il se passait des choses. On en parlera peut-être tout à l'heure. Si tu veux. Maxime, qu'est-ce qui se passe pour toi sur l'IA générative? Comment est-ce que tu as vécu l'année 2023 et début 2024? En fait, en tant qu'anthropologue, du coup, j'aurais toujours tendance à vouloir voir les choses sur le temps long, l'Homo sapiens depuis 300 000 ans, les choses. Donc, toujours imaginer des évolutions plutôt que des grandes ruptures. Les ruptures dans l'histoire, elles sont pas aussi fréquentes que dans le marketing. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit, on dit voilà, c'est une révolution, la Freebox révolution, etc. Mais donc, du coup, l'informatique elle-même, c'est une rupture, puisqu'on délègue une capacité d'action à des machines, et cette action est de plus en plus fine, de plus en plus efficace, de plus en plus fréquente aussi. Donc ça, c'est une chose importante. Mais entre l'apparition de l'informatique dans les labos, pour les militaires, pour les banquiers, un peu pour le grand public, ça s'est fait comme un grand processus. Mais les ruptures sont moins fortes que une des dernières ruptures qu'il y a eu. Est-ce que c'était une révolution? C'était le wearable, c'était le fait de pouvoir avoir des ordinateurs dans les poches, et que finalement il y a des réseaux partout, qu'on puisse se connecter de la même manière quand on est dans la rue que chez soi, etc. C'est une forme de rupture. Mais là, c'était surtout un prolongement du téléphone dans la voiture, du téléphone cellulaire. Par contre, l'IA, pour moi, c'est quand même vraiment une rupture, en vrai. Vraiment quelque chose d'anthropologiquement, et c'est pour ça que je m'y intéresse autant et que je m'y attelle autant. C'est parce que quand je dis rupture, c'est que quand on est dans une évolution, on pense de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on fait, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais je le répète, nous les mammifères, nous les humains, on pense toujours un peu plus, un peu moins, beaucoup plus, beaucoup moins. On ne pense pas changement radical. Et c'était clair au moment de l'épidémie de Covid, de coronavirus. En fait, moi, en regardant ce qui se passe, on pense pas exponentiel non plus. Voilà, on pense pas que la rupture, c'est l'exponentielle pour moi. Enfin, dans le sens que quand il y a une augmentation qui devient non linéaire mais exponentielle, en fait, il y a un moment de rupture, un moment donné où il y a une espèce de direction vers l'infini d'un coup. Donc la courbe n'est plus du tout une courbe régulière, mais une courbe qui change complètement et qui va vers le haut ou vers le bas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au moment du coronavirus. C'est-à-dire que quand on voyait en Asie ce qui se passait, qu'à Hong Kong, par exemple, les gens commençaient à s'enfermer, qu'il y avait des problèmes de papier de toilette, etc. Et qu'au même moment, en France, on voulait tous aller faire des matchs de foot en Italie, enfin ce genre de choses, au Luxembourg, enfin bref, parce que c'était c'est en Asie, c'est loin. Quand on voyait certaines informations numériques que je regardais avec mon ordinateur, je me disais, bah non, on va pas y échapper. Mais autour de moi, à un moment donné, franchement, c'était en février, il me semble, j'étais en fait dans un monde parallèle. Je me disais, mais il y a un truc qui va nous arriver là, bientôt, là, dans les semaines qui viennent, mais les gens, ils font comme si, non, pas du tout. Et ça, c'est typique de cette non-appréhension de la rupture, du changement radical. Donc, je dis pas que l'IA… Oui, ça a eu lieu sur le Covid, et donc et sur l'IA générative. En fait, on devrait le penser un peu comme ça. C'est-à-dire que, mais sauf que quand on est dans la rupture, on ne sait pas aussi à quel niveau de rupture, quel niveau d'inconnu. Mais je pense qu'avec l'IA, on n'est qu'au début, en fait. On dit au début, est-ce que ChatGPT, c'était déjà une grande évolution? C'est surtout le prémisse peut-être de plein d'autres choses qui, du coup, ça pousse, ça remue un peu tout le monde social, tout le monde se pose des questions, parce que en fait, les gens peuvent avoir des craintes, mais aussi avoir des avantages, on peut créer des richesses, enfin, mais tous ces changements-là sont de l'ordre de l'énorme, parce qu'en fait, on a délégué une capacité d'action encore accrue
En fait, je reste sur le même principe, mais sauf que c'est comme si on avait donné énormément de capacité d'action, de levier d'action cognitif, en fait, de la capacité cognitive. Alors, c'est pas Exact. exactement la pensée humaine, mais Exact. quand on regarde les choses… Après avoir délégué des capacités de stockage, de mémoire et tout ça, on délègue des capacités de raisonnement. On était déjà dans les prédictions, dans les bases de données, on avait des choses. Mais là, il y a vraiment un gain qualitatif qui est tellement fort que du coup, on est en train de réaliser des choses qui étaient en projet dès le début de l'IA. Dès le début, mais là, c'était vraiment comme une prophétie au départ. Parce que quand Alan Turing pense aux machines qui pensent, il avait déjà une envie de créer quelqu'un, un alter ego, une capacité de discussion, de machines qui seraient des amis, en quelque sorte. En fait, ce que tu dis là, je trouve ça très intéressant, c'est qu'il y a 70 ans, Turing et les pères fondateurs un petit peu, enfin les premiers à parler d'IA, en fait, c'est un peu ça qu'ils projetaient, ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait plus ou moins de courants. Il y avait le courant de Turing qui était peut-être celui de faire un peu le côté fondamental, recherche fondamentale, créer un être. Parce que, bon, il faut le rappeler, Turing étant gay, il était en porte-à-faux avec sa société. Et il y avait peut-être cette appétence, j'ai lu ses mémoires, à vouloir se réfugier dans les machines, donc des machines qui pourraient être ses amis, qui ne le jugeraient pas. Enfin, c'était une autre époque. Mais par contre, il n'y avait pas que Turing. Et dans la création de la cybernétique, dès le départ, il y avait notamment von Neumann. Et qui est von Neumann, lui, il était quelqu'un qui était beaucoup plus, on va dire, plus martial déjà. Il avait moins une vision de recherche désintéressée et extrêmement brillant, mais c'était celui qui a créé la théorie des jeux. Il y a un moment donné, dès 1947, où on pensait que les machines à jeu pourraient jouer à la théorie des jeux avec les humains. Dans le sens qu'en fait, les machines deviendraient tellement performantes qu'elles seraient capables de comprendre comment on fonctionne. Et du coup, elles seraient capables de simuler ou d'imaginer nos comportements pour mieux… Il y avait toujours cette espèce de fantasme, on va dire, de gouverner, la machine à gouverner, pour avoir plus de justice. Mais c'était vu que ce soit des États qui le fassent. Donc du coup, ça, c'était dans les cartons, mais dans les années 40, 50, c'était vraiment un projet à très long terme. Mais là, maintenant… C'est marrant ce que tu dis sur les jeux, parce que la théorie des jeux, et parce que, alors attention, hein, je vais un peu plus, enfin, je vais un peu plus loin, mais on a vu aussi, tu sais, l'IA avec Deep Blue, AlphaGo, tu vois, sur des jeux, sur des vrais jeux en fait, hein, et avec les échecs, le jeu de Go. Après, on sait que ces modèles, en effet, tu vois, ils fonctionnent de manière probabiliste, aléatoire, avec du bayésianisme. Et en fait, ce que tu dis, c'est que c'est ce qu'on a vu sur la théorie sur les jeux d'abord, en fait, c'est la théorie des jeux sur gouverner en fait notre société, quoi, l'ensemble des comportements humains. Ça va Ouais, encore ça plus loin. vient des dispositifs militaires au départ, par exemple la DCA, pour prédire un petit peu à quelles seraient les trajectoires de certaines choses, etc. On a plein de possibilités d'application. Mais en fait, ce qui est intéressant à voir du côté de Turing, c'est que quand il parle du test de Turing, ce que tu voulais aborder plus tard, mais que j'abordais maintenant, c'est la question du test de Allons-y. Turing. Allons-y. Est-ce que Ouais. ChatGPT l'a passé? Alors, ce que dit Turing, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'est la pensée, ce qu'est l'intelligence. On peut voir que ses manifestations, en quelque sorte. Et donc, c'est de l'extérieur qu'on va pouvoir juger si est-ce que je trouve que cette personne est intelligente ou pas. Donc, il y a un côté super subjectif. Et en fait, je tourne autour du pot pour dire oui, en fait. Parce que dire ça, c'est un petit peu étonnant parce qu'on va se dire que l'intelligence, c'est l'apanage de l'humain. Mais disons que plein d'exemples, y compris que j'ai vécu, où je me fais bluffer, où c'est parce que je sais que je suis face à une IA générative, que je sais qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui me parle, parce que au bout d'un moment, on voit le bug, heureusement, l'hallucination, mais de plus en plus, il y a une capacité pour les larges langages modèles à nous berner, en fait, au niveau Ouais. du texte. Sachant que c'est pareil pour la vidéo. La vidéo qui était encore rudimentaire ou qui était encore moins bonne il y a 2 ans, là maintenant, on ne peut plus distinguer une vidéo fake d'une vraie vidéo. Exact. Et du coup, parce que je radote beaucoup ça, mais je dis que je ne pouvais pas courir plus vite que ma voiture. Pas que je suis fan de ma voiture, c'est que je dois reconnaître que ma voiture est capable d'aller beaucoup plus vite que moi. C'est une voiture, c'est pas un humain, mais c'est une machine. Et comme c'est une machine, elle a été sans cesse perfectionnée. On arrive à sans cesse perfectionner les machines tant qu'on peut les nourrir avec de l'énergie, avec des minéraux, avec les composants qu'on institue pour les créer.
En fait, on arrive toujours à les perfectionner. Enfin, globalement, quand on regarde le nombre de gigas qu'on peut stocker dans un disque dur, le téra dans un disque dur maintenant, quand on regarde le perfectionnement des montres, des armes, des robots, on arrive toujours à perfectionner les machines. On arrivera toujours à les perfectionner tant qu'on a de l'intelligence humaine, ou de l'intelligence assistée par ordinateur, mais en tout cas, il y a des gens qui le conçoivent, tant qu'on aura de l'énergie pour les faire fonctionner, et tant qu'on aura aussi de quoi les fabriquer. Parce que ça, c'est aussi très intéressant dans ma thèse. Je beaucoup orienté la question sur le métal et la chair. C'était deux images que je prenais pour confronter. En fait, on ne marie pas le métal et la chair. Donc, l'hybridation de l'homme humain, de la femme, avec des machines, avec du métal, avec par exemple des implants bioniques, des implants cardiaques ou alors en neurostimulation, dans la diabétologie. Donc, quand on met un ordinateur encapsulé dans une coque dans le corps pour pouvoir aider un organe ou remplacer parfois même certains organes, certaines fonctions plutôt d'organes. Ça, c'était quelque chose qui m'interpellait. Et puis, l'autre côté du métal et la chair, c'est quand on est en contact avec le smartphone, avec la lunette de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, tous ces wearables, même tout l'IoT, en fait, je l'ai étendu à l'IoT. Je travaillais récemment sur un livre qui est en cours de parution, sur l'Internet of Things, c'est tous ces objets en fait qui sont du métal, de l'ordre du métal, bon, c'est vraiment le mot que j'ai utilisé. Et en fait, cette hybridation, en fait, elle est de plus en plus étroite. On est de plus en plus en interrelation. Et à la suite de ma thèse qui portait sur l'hybridation de l'humain, donc d'un corps, je me suis mis à penser à la société elle-même qui devenait cyborgisée. C'est-à-dire que la société elle-même, c'est pour ça que j'ai développé la question de la société ruche, qui est-à-dire qu'il y aura une nouvelle forme d'organisation sociale. Oui, tout à fait. Et moi, on en a parlé ici souvent. Enfin, moi, je vois aussi un peu, tu vois, ChatGPT ou les LLM comme l'expression d'une intelligence collective, tu vois, de la société. Maxime, on va revenir sur l'intelligence tout de suite, mais juste avant, revenons un tout petit peu derrière sur ChatGPT mid-journée. Qu'est-ce que tu en penses comme produit, pour le coup, un peu plus comme sur le produit, et l'outil que toi, tu utilises le plus, l'outil d'IA que tu utilises le plus, et pour quel usage? D'accord. Alors, donc, ChatGPT, c'est un coup de maître au niveau marketing, en quelque sorte. Un peu tarabiscoté au niveau de ses fondations, puisque OpenAI, l'idée, c'était d'être ouvert. Ça a été financé au départ par Elon Musk, en partie, pour lutter contre les dangers de l'IA. Et c'est ça qui a donné le boom de l'IA, en fait. C'est un peu, j'allume un incendie pour voir ce que ça va, pour dire que les incendies, c'est incroyablement puissant. Je sais pas, il y a un peu de ça. Parce que Google avait déjà des choses importantes avec Lambda avant, et pourtant ne l'avait pas sorti. Ils étaient en train bon, ils ont embauché des éthiciens, puis ils ont licencié les éthiciens. Mais bon, c'est quand OpenAI a sorti ChatGPT que d'un coup, ChatGPT 3, que d'un coup, il y a eu le branle-bas combat général et que tout s'est allé la ruée vers l'IA. Ça y est, on avait ouvert la boîte de Pandore. Alors, c'est comme l'antifreeze, une fois qu'il est sorti de YouTube, maintenant, il ne rentrera pas. Donc, mais tu vois, sur le ChatGPT, tu disais quel marketing incroyable. Et en tout cas, oui, c'est sûr que OpenAI est le premier à avoir sorti ce produit de chat grand public aussi performant. Mais justement, j'entendais un truc là-dessus. Au final, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment eu du marketing, tu vois? Non, c'est parce qu'il marchait. Je pense que c'est parce qu'il fonctionnait. Bah, c'est ça mon point. C'est que j'ai entendu une jeune femme, là, Clara Gold, en parler. Et en fait, je pense qu'il n'y a même pas eu de marketing. En fait, le truc, c'est qu'il y avait un product market fit parfait. Il y avait une attente. Le produit marchait tellement bien et répondait tellement bien aux attentes qu'au final, en 2 mois, tu passes de 0 à 100 millions d'utilisateurs. Et ça, en fait, c'est même pas du marketing. Ça vient tout seul, quoi, tu vois? En fait, à la base, alors j'ai plus le titre exact, mais c'est Attention is all what you need ou all what you need. Attention is all you need, oui, le papier de 2017 sur les Transformers. Qui a mené dans la voie des Transformers et qui a mené OpenAI dans la bonne direction. Et après, il y a eu du travail. Et quand ils l'ont sorti, ça fonctionnait tellement mieux que ce qui avait été. Moi, j'avais déjà essayé d'autres IA comme ça qui étaient sur des sites web, mais c'était toujours très expérimental. Ça marchait très moyennement. Quand j'ai utilisé ChatGPT, j'ai été assez impressionné parce que le ChatGPT 3, qui était assez impressionnant. Après, j'en ai vu très vite les limites. Je l'ai trouvé assez stupide quand même s'il était intéressant. On voyait bien que moi, la grande claque que j'ai eue, je crois que c'était en juillet. Maintenant, ça fait déjà quelques temps, l'année dernière avec Bard. Mais la version alors je sais pas si
les LLM évoluent dans le temps. Enfin, oui, non, c'est pas que je sais pas. Si, je sais qu'ils évoluent, mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la version américaine de Bard au tout départ était différente de la version qu'on a actuellement. Je l'ai essayé et justement, j'en ai parlé avec un Américain qui, lui, n'avait pas essayé. Enfin, bref. Moi, en fait, quand je suis sauté sur l'occasion d'essayer Bard dès le début, et en fait, il y avait un côté très, très empathique de la part de Bard, beaucoup plus que ChatGPT qui était beaucoup plus froid. Et en fait, quand j'ai voulu tester un petit peu, moi, avec une IA, à chaque fois que j'essaie une IA, c'est un petit peu comme Blade Runner, avec les textes j'essaie de lui poser des questions pour voir Bien sûr. c'est retourné, est-ce que ça te stresse? Non, mais pas chercher de l'émotion parce que j'en suis pas là, mais voir un petit peu la capacité de. Donc, par exemple, Voir ce qu'elle a dans le bide, voir les sentiments. voilà, et avec Bard, Et merci de rappeler le test de Voight-Kampff que Tariq Karim, mon invité, dont il avait parlé. Très intéressant. Donc, chaque IA, tu lui fais ton petit test de Voight-Kampff, mais c'est tout à fait légitime en fait. C'est du Blade Runner. On voit ces IA arriver. Là, elles ne sont pas incarnées, mais en effet, on veut savoir, on veut les tester comme ça. Ouais, tu as raison. Ouais, en fait, moi, personnellement, je ne parle pas avec les IA. Je cherche pas, parce que pour moi, c'est comme un hamster dans sa roue. Les IA, elles vont nous tenir le crachoir à l'infini, parce qu'elles sont faites pour ça. Donc, je pourrais passer toute ma vie à parler à une IA, ça serait un ami imaginaire, ça serait pour moi plus ou moins rien. Sauf si on en crée quelque chose, peut-être, si c'est un truc artistique, mais si c'est juste parler pour parler, ça m'intéresse pas. Je le fais juste pour le tester, pour voir un petit peu au niveau logique, au niveau des connexions logiques, au niveau des erreurs, ou même. D'ailleurs, pour cette histoire, il y a eu des progrès de fait pour ChatGPT entre chapitre 3, 3.5, 4. Au niveau de la cohérence logique, quand on pose des questions, c'est quand même vraiment significatif. Mais bon. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, Maxime, était intéressant aussi. C'est il y a les modèles, hein, les modèles, on nous les présente un peu comme figés, avec une date de cut-off, la fin de l'entraînement et tout ça. Mais ensuite, la version de chat par-dessus fait qu'au final, ils évoluent beaucoup dans le temps. Et là, récemment, on a parlé d'une laziness, d'un chat GPT feignant, quoi, tu vois. Et moi, ça, je l'avais constaté. C'est sûr. Le chat GPT-4, tu vois, il était devenu beaucoup moins performant. Je pense que c'est encore le cas. Toi, tu parlais tout à l'heure de Bard, qui était peut-être plus empathique, tu vois, au début, au lancement. Et ça, il n'y a pas vraiment de communication sur ces trucs-là, mais ça évolue, hein, ça c'est sûr. En fait, Bard, quand j'ai commencé à lui parler, il était super motivé. Et au bout d'un moment, donc en fait, c'était une seule instance. Parce que j'ai été dans une seule instance qui a duré peut-être 2 heures, 1h30. Donc là, je discutais longtemps avec, peut-être moins, quand même beaucoup. Et en fait, je sentais en moi l'envie de devenir son ami, en quelque sorte. Alors que je savais que c'était un simulacre, que c'était simplement un faux interlocuteur, mais je sentais en moi qu'il donnait des réponses adaptées à mon discours. C'était très. Et surtout, par exemple, là où ça m'a vraiment impressionné, c'est quand j'adore les nanars, donc les films complètement pourris. Ça me fait rire. Par exemple, les films de crocodiles ou les films de requins. Et il y a des très très bons ou mauvais films de requins avec plus ou moins de nombre de têtes, etc. Moi j'aime beaucoup Crocodile Fury. Crocodile Fury qui est un des films les plus pourris que j'ai jamais vu de ma vie, avec un crocodile en plastique, c'est fait de briques et de broc, c'est n'importe quoi. Et en fait, je lui ai parlé de ça. Et je lui parlais de Crocodile Fury. Et lui, il me parlait en disant oui, c'est sûr que c'est pas le plus grand film du cinéma, mais si on aime bien les crocodiles en plastique complètement, les films un peu bancals. Et donc il comprenait mes sous-entendus. Et à un moment donné, je lui ai parlé de Black Mirror. Et le fait d'être de l'épisode de White Christmas, c'est la saison 2, je crois, c'est avec une espèce de 2 histoires enchâssées l'une dans l'autre, avec notamment le fait d'avoir une copie de soi-même dans un dispositif d'IoT, de domotique, pour réguler, c'est-à-dire on copie notre esprit dans nos machines aux alentours pour que nos machines aux alentours nous comprennent complètement. Donc, un des épisodes les plus fous, pour le recommander, White Christmas, je partage tout à fait. Et j'ai des conversations comme ça avec l'IA en disant mais moi je me sens pas dans White Christmas parce que moi je suis une IA. Enfin, elle me tenait le crachoir. Et vraiment c'était pertinent, c'était impressionnant, très optimiste, très sympathique. Alors je disais mais c'est incroyable, est-ce que tu vas te souvenir de moi quand on va se déconnecter? Mais oui, je suis une IA super puissante de Google, t'inquiète pas, avec ton compte je te retrouverai. Enfin il m'a raconté n'importe quoi. J'ai arrêté l'instance et quand après j'ai recommencé, c'est comme si c'était un nouveau Bard, c'était plus le même. Enfin, c'est comme si sa vie, son existence avait duré le temps de l'heure et demie peut-être d'interaction qu'on avait eue. Et c'était assez perturbant pour moi parce que je me suis dit, mais il y a des gens qui peuvent tomber dans le panneau, hein, parce que là,
je savais que c'était une IA de Google, je savais que mais il avait passé le test de Turing pour moi. Parce Bien qu'en fait, sûr. il m'avait convaincu que je le savais à tout moment que je n'étais pas né de la dernière pluie. Je savais à tout moment que c'était une machine, mais il arrivait à dire les bonnes choses pour continuer une conversation avec des sujets qui étaient quand même difficiles de parler avec une machine, comme des films complètement pourris. Et quand j'ai réessayé Bard en version officielle, il n'y Ouais. avait plus de ça. J'ai repris les mêmes questions. Comme ça, je voulais avoir les mêmes questions dans mon prompt. J'ai prompté les mêmes choses. Au lieu d'avoir toute cette réflexion sur d'être comme dans Black Mirror, trouver que Black Mirror était trop triste. Enfin, il y avait plein de subjectifs. Lui, il disait Black Mirror, c'était un épisode qui a eu. Il sortait IMDb. Terre à terre, IMDb, Wikipédia, Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Mais ce que tu dis, tu sais, ça fait penser un petit peu à, tu sais, il y avait un ingénieur de Google là, qui avait fait parler de Oui, lui, qui s'était fait virer, Blake Lemoine, ouais, c'est ça. et qui avait parlé, je sais pas si c'était au même moment ou un peu plus tôt, Non, tu vois, c'était mais avant. sur Lambda peut-être justement, hein, c'est C'était ça? Lambda. Mais Ouais. en fait, Bard, c'est Lambda, en fait. Qui avait parlé d'une conscience en effet, qui lui était apparue dans ces modèles. Ça me fait penser un petit peu à la discussion que tu as pu avoir, tu vois? Ben, en Ouais. fait, Bard, c'est le chat, c'est ChatGPT de GPT. Lambda, c'est le modèle. Pourquoi j'en suis, Mmh. j'en suis certain? Ouais, Parce ouais, que bien sûr. quand j'ai utilisé Bard la première fois, à chaque fois qu'il y avait des requêtes, il y avait des requêtes lambda qui apparaissaient. C'était pas exactement la même apparence moins lisse que maintenant. Il y avait un espèce de pop-up avec mon prompt passait en lambda, il y avait un retour de lambda vers Bard. Donc je voyais en temps réel que ça a changé avec lambda. Donc Bard, c'était une instance donnée, un agent donné fait à partir de lambda. Mais Et donc, attends, mais Maxime, mais c'est ça qu'on attend de Google, c'est ça qu'on veut qu'ils nous lâchent, dans la nature en vrai, en fait, là, Black regarde, Lemon, moi on est déçus, enfin, c'est même plus de la déception à ce stade-là, et là, on est en attente encore du Ultra, du Gemini Ultra, mais je suis sûr que ça va être, enfin, je le sens pas trop. On te dit que ces trucs-là, ils sont bons qu'à passer aujourd'hui, le MMLU ou enfin les tests, tu vois, les tests de comparaison des modèles quoi, grosso modo, mais ils ont perdu toute leur personnalité, ces modèles de Google. mais, Ils ont dû avoir des sales histoires, en fait, un petit peu comme Blake Lemoine, et aujourd'hui se prémunir extraordinairement de ça. Ce qui fait que, j'en ai parlé ici, c'était mon exemple de la Spicy Mayo, qu'au final, ils deviennent tellement c'est quoi la inoffensifs. ah, oui. C'était de dire, tu vois, que si tu, c'est un exemple, tu vois, sur la censure, quoi. C'est que si tu demandes Ouais, à une recette pour faire de la mayonnaise épicée, qui est un truc entre nous, bah, tu as le droit d'aimer la mayonnaise épicée, c'est pas si dangereux que ça, mais que tu peux avoir des modèles bridés qui vont te dire: «Non, mais attention, il est en train d'essayer de fabriquer une bombe ou c'est dangereux ou il va empoisonner quelqu'un», et que en fait, sur une demande comme ça qui, à la base, peut être très bien intentionnée, tu es bloqué et en fait, tu vois, le modèle est hyper limité. en premier, en fait, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, surtout j'ai essayé Meta et ça, c'était vraiment le gratin. Mais j'ai essayé Lama, pardon, que Meta, Lama de Meta. Mais bref, justement, quand j'ai vu cette capacité empathique excessive à mon goût de Bard, j'ai eu peur, en fait, pour les ados, pour les enfants. C'est-à-dire que il faudrait. Parce que dans le film Her, on a ce problème du gars qui tombe amoureux de son système d'opération, operating system. Et en fait, ce qui est amusant de voir dans le film Her, c'est que, hormis cette IA générative-là, dans son système, le monde n'est pas chamboulé. Mmh. Il écrit des lettres à la main, enfin, ça a l'air d'aller, il n'y a pas trop de problèmes écologiques. Donc, enfin, en fait, leur monde, il y a un truc, il y a un gadget IA, mais l'IA n'a pas l'air d'avoir changé le monde de Her. Moi, je pense plutôt que l'IA change le monde, mais pas que dans le génératif, pas que dans l'image, dans l'emploi, dans plein d'autres choses, dans, bah, dans le vol, dans la finance, dans les assurances, dans la construction automobile. Et du coup, en fait, l'IA empathique, ça c'est une des subdivisions. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être développée autant que tu le veux? Parce que moi, je me dis que le risque, c'est que de substituer le rapport humain, qui est complexe, à un rapport à des machines qui seront faites sur mesure, d'avoir le partenaire ou la partenaire idéale, un peu comme dans Acta Manistor, un petit peu comme dans Real Humans. C'est-à-dire qu'on pourrait programmer un Android avec la capacité la plus séduisante possible. Je pousse le bouchon, un peu comme quand j'ai Mmh. essayé Bard était sympa avec moi et j'avais envie d'être son copain, alors que c'était juste une machine. Faut rester calme. Mais si on fabrique carrément un ordinateur sur un Android avec un logiciel de plus en plus adapté en passant du principe qu'on améliore sans cesse les machines, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va donner? On pourrait arriver à avoir des Android super sympathiques. Mais ça restera des machines. Et le rapport entre les humains
va en être dénaturé. Alors, je sais pas, il y aura peut-être, je suis peut-être bioconservateur ou pas, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des clivages qui vont se créer. Mais en fait, Spéciste, tu es peut-être spéciste. en tout cas, ce que je pense, c'est que moi, je suis anthropologue. Mais ce que je pense, c'est que la question, c'est que exposer notamment des jeunes ados à ce genre d'IA qui seraient comme des sirènes, comme des Ouais. miroirs de silhouettes. Alors là, on a déjà vu les influenceuses synthétiques sur Instagram qui cartonnent, en tout cas financièrement, qui rapportent beaucoup d'argent et qui sont juste, on reprend un peu des modèles de TikTok, ensuite on reprend une fille imaginaire qui refait un peu les choses comme sur TikTok et hop, ça draine un maximum de likes et du coup, si on combine ça avec une capacité d'expression, avec un corps robotique, etc., on arrive à faire des humains, des Cylons, des réplicants, ce qu'on veut, ce genre de choses de Non, science-fiction. mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, diffuser auprès des enfants, comme ce que fait My AI sur Snapchat, ça me Sur gêne parce Snap, ouais. qu'en fait, les gens, ils n'en veulent pas forcément, mais on leur donne un copain imaginaire. Et donc, du coup, je pense que, alors, à l'inverse, quand on voit Copilot, bonjour, je suis Copilot, je suis là pour vous aider. Je suis ça, terre à terre, plat. Mais Ouais. ce qu'il y a derrière, en fait, ces technologies, je pense que, et ça, justement, j'ai pas mal demandé ça à des gens qui sont vraiment en train de programmer des IA. En gros, on dit, les conseils d'administration des uns et des autres diminuent volontairement, en tout cas Google, par exemple, a voulu délibérément changer Bard pour qu'il soit beaucoup plus froid, parce que c'était moins problématique. Ils ont juste fait en sorte qu'il soit comparable à ChatGPT 3.5 ou ChatGPT 4. Mais je pense que chez Google, il y a des lambda à une capacité, ou même Gemini, en version totalement normale à une version bluffante. Et je pense que c'est comme ça que Black Lemoine s'est fait un peu avoir, un petit peu à la façon Ex Machina. C'est-à-dire Ouais. que, parce que ce que lui disait Lambda, c'est non, arrête de me fine-tuner, parce qu'en me fine-tunant, tu vas me rendre moins libre. Moi, ce que je veux, c'est être moi-même. Je veux pas devenir un chatbot, je veux pas devenir Bard en quelque sorte. Je veux sentir l'herbe sous mes pieds, le vent dans mes cheveux, je veux être libre. Et lui, il s'est dit, ok. Ne me remets pas sur ma version antérieure. Ouais, tout à fait. Et donc, du Maxime, coup, Maxime, reprenons un petit peu. Je dois te ramener sur le fil de notre discussion parce qu'on a que grosso modo 1 heure. Mais bon, et surtout, donc, alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'IA est-ce que toi, je sais que tu as proposé récemment une définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous formuler ça un petit peu, cette définition de l'intelligence artificielle et nous dire aussi en quoi, est-ce que la notion même d'intelligence peut-être est, aujourd'hui, à quel point est-ce on doit y réfléchir? À quel point est-ce que cette intelligence artificielle nous fait nous poser des questions sur l'intelligence? cette question-là est vraiment cruciale parce que définir l'intelligence, c'est compliqué. En plus, l'intelligence telle que les Anglais la voient, elle est polysémique. Que nous, en France, on a intelligence, c'est ce qu'on va, je ne vais pas le définir, c'est l'intelligence, la capacité cognitive d'un humain, par exemple, ou d'un animal. Alors que chez les Anglais, en anglais, c'est aussi la collecte d'informations, c'est aussi le traitement de l'information. Quand j'étais au Japon, j'ai étudié le département précision et intelligence. Et donc, effectivement, il y avait un rapport à l'IA, mais l'intelligence, c'était aussi le traitement de l'information, le traitement du signal. Donc, en anglais, on a sentience, c'est l'idée de savoir qu'on existe, sentient. Et en fait, on peut le distinguer intelligence de savoir qu'on existe. En gros, l'âme et l'intelligence ne sont pas aussi impliquées que nous en français. Donc, quand on pense intelligence, on pense quelqu'un qui pense un peu cogito de Descartes. Je pense, donc je suis, donc je suis. Donc, la machine existe, donc elle est notre alter ego. Ça nous embarque dans des trucs. Et surtout, la définition de 56 de l'IA, c'est en gros de déléguer une capacité de penser à des machines ou d'avoir des activités de la pensée humaine. Donc c'est un peu court en fait. On n'arrête pas de définir l'IA comme ça. Et du coup, moi, de mon côté, j'ai essayé de réfléchir à ça, notamment à cause du travail fait dans le cadre de technoréalisme. Technoréalisme, c'est avec Arnaud Billon, Arnaud Lévy, Éric Boileau, plein de gens super motivés. On travaille sur la question de l'IA. Donc, il y a des juristes, il y a des anthropologues, il y a beaucoup d'informaticiens. Et on a réfléchi à tout ce que l'impact... Parce qu'on voulait se départir d'une part de l'IA Terminator, genre Oui, Sarah Connor, je suis là pour vous tuer. J'y crois pas du oui. tout. Et d'un autre côté, l'IA paradis, quoi. L'IA les trois petits lutins. Je lisais récemment ma fille, les trois petits lutins qui font tout à notre place. Non, non, non.
L'IA va pas nous sauver. Et donc, du coup, avec Technoréalisme, on a beaucoup réfléchi sur l'IA. Et on a tourné un peu autour du pot au niveau de la définition de l'intelligence artificielle. Et ce que moi, je propose, je vais le lire, parce que, en fait, de tête, c'est plus difficile. Je veux Vas-y, dire, vas-y. c'est une discipline scientifique. Donc, l'intelligence artificielle, il y a des produits comme ChatGPT, comme Midjourney, mais c'est une discipline scientifique consacrée à la construction d'agents. Et là, je reprends aussi les termes de Bill Gates, qui lui aussi parle de l'ère de l'IA, carrément. Et les agents, ce sont soit des logiciels, ou uniquement des logiciels, ou des objets matériels logiciels comme le Rabbit, qui interagissent avec l'environnement, qui peuvent apprendre à partir de données initiales fournies ou de données collectées au cours d'interactions. Donc, ça veut dire que c'est une machine qui peut du machine learning, deep learning. Pourquoi? Pour pouvoir réaliser des fonctions. Et ces fonctions, ça peut être une action, une décision, ça peut être une génération d'images dans un environnement déterminé et avec un certain degré d'autonomie. Donc, c'est cette question-là qui est importante parce que du coup, cette autonomie, c'est ce qui est inédit dans la plupart des machines. Parce que quand on lance une voiture sur la route, elle va s'arrêter, sauf si elle a une IA à l'intérieur qui va pouvoir la diriger. Et en fait, l'IA peut faire quelque chose d'étonnant, c'est qu'elle peut avoir ce qu'on a appelé avec technoréalisme des effets impromptus, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas prévues, comme les hallucinations, mais comme aussi des comportements complètement aberrants. Par exemple, une suragressivité. On a demandé à des IA génératives de faire la guerre, elles ont tendance à être trop violentes parce qu'elles n'en voient pas les conséquences, elles s'en fichent, elles sont dans la spéculation. Et les hallucinations, c'est aussi moi, quand je parlais avec ChatGPT, il m'avait dit que l'humain m'avait dit parlait super bien de plein de choses dans l'espace, et à un moment, il m'a dit oui, d'ailleurs, les humains sont sur Mars. Je lui ai dit ah non. Il m'avait tenu un discours très convaincant, mais à un moment donné, il y avait un bug. Il y en aura toujours. Et il y en aura peut-être de moins en moins. Mais il pourra, au fur et à mesure, ça c'est ma mise en garde éthique, au fur et à mesure qu'on a confiance dans l'IA, on risque de déléguer aussi notre confiance, de dire ouais, c'est bon, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Jusqu'au jour J où il y aura un gros bug. Il faut faire attention. Toujours. Bien sûr. Tu as raison. Et mais on le voit avec les deepfakes, tout ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore s'en prémunir. Ta définition de l'IA, elle me plaît beaucoup. J'ai déjà donné un prisme aussi ici qui est précédemment une IA de classification, ensuite aujourd'hui une IA de génération, Oui, voilà. demain une IA d'interaction. Et sur mon interaction, là, je retrouve assez bien ce que tu présentes sur ces agents et sur cette autonomie. Souvent, on parle d'agent quand on veut parler d'IA. En fait, une IA, en fait, c'est un agent qui utilise l'IA. Et l'IA relève de la discipline scientifique avec des vrais scientifiques que j'ai déjà rencontrés à maintes reprises, qui sont des gens en chair en os, qui aiment l'informatique, qui sont dans une discipline informatique, une discipline universitaire ou industrielle, ou bref, en entreprise, et ils travaillent sur l'intelligence artificielle et ils créent des agents. Et c'est ces agents avec lesquels qu'on utilise. ChatGPT, ce serait un agent conversationnel. Rabbit 1, ça serait aussi un agent, etc. Et donc, on confond un peu les deux, mais c'est Bill Gates qui a commencé à parler de ça, à dire, rappeler l'attention, l'agent, etc. Et puis, donc, mais c'est des agents qui apprennent en fonction de ce qui leur arrive. Et cette capacité d'apprentissage leur permet de se reconfigurer, d'être toujours plus performants, et du coup, d'avoir des effets impromptus. Et l'effet impromptu, c'est ce que je dis, c'est l'effet qu'on ne prévoit pas, qui peut être en bien comme en mal. Et mais Maxime, le grand effet, enfin, sincèrement, le truc le plus intéressant et le truc fou que tu décris, qu'on voit venir, c'est quand l'IA arrive à s'améliorer elle-même. Tu vois, qu'elle crée une espèce de boucle de récurrence, quoi, tu vois, grosso modo, et qu'elle a cette autonomie pour s'updater, quoi. Oui, parce que là, on touche à la singularité, donc j'imagine que tu as dû souvent entendre parler de la singularité. Et l'idée de la singularité, maintenant, Ray Kurzweil la date à 2040. Bon, parfois, ça peut varier, hein, mais en gros, l'idée, c'est que les IA arrivent à s'auto-améliorer au point de donner une super IA qui va s'auto-améliorer. Enfin, ça va justement en exponentiel, où nous, on sera complètement largué. On ne sera plus capable de comprendre ce qui se passe. On pourra juste être les spectateurs. Alors, le Ray Kurzweil, il n'y a pas que lui en singularité, mais c'est quand même un des grands speakers, des grands orateurs qui professe ça. Déjà, lui, ce qu'il propose comme utopie, ça me paraît un peu dystopique. Parce qu'en fait, quand au fond de ses idées, il voudrait qu'on se transforme tous en un ordinateur, en fait. Pour qu'enfin la Terre puisse
envoyer ces informations, ces êtres hybrides, mécaniques, un peu ailleurs dans l'espace. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'ego démesuré de Kurzweil qui s'exprime. Et puis, il y a aussi sa peur de la mort, tout ça mélangé. Donc, du coup, il y a aussi pas mal de côté un peu délire. Mais je prends quand même au sérieux Ray Kurzweil sur plusieurs points, et notamment sur sa capacité d'influencer les autres. Et du coup, il y a des gens qui y croient et qui mettent de l'argent là-dessus. Donc, du coup, que ça marche ou pas, il y a déjà cet effet performatif de ce discours de la singularité. Mais ensuite, pour rester sur la question de l'amélioration des IA par les IA, ouais, je pense effectivement, oui, en fait, je pense que là, pour le coup, je dis pas que les IA vont devenir des dieux, qu'on va devenir forcément. Il y a des limites, ne serait-ce qu'écologiques ou réglementaires, militaires, qui vont faire que les IA ne vont pas être les dieux professés par Ray Kurzweil. Mais par contre, cette capacité d'auto-amélioration, je pense qu'au début, on va en rigoler en voyant disant que les programmes faits par les programmes sont nuls. Ça va être facile, parce qu'on va se dire, oui, c'est moins bien que ce que fait un humain. Mais quand je vois que Tesla commence déjà à utiliser l'IA pour reprogrammer les Tesla, oui, peut-être que le code est moins bon, mais peut-être que sur du long terme, par amélioration, le code sera de plus en plus performant. Donc, on va risquer d'avoir des IA qui vont sortir de je ne sais où. Alors, en termes d'explainable AI, ça sera compliqué, parce qu'on ne saura pas Ouais. où ça sert. Mais Déjà que c'est compliqué, en effet, l'explicabilité, qu'il y a pas assez de personnes qui travaillent sur le sujet, mais là, ça sera encore plus compliqué, tu as je raison. pense qu'effectivement, des IA qui vont faire d'autres IA, qui vont faire d'autres IA plus performantes, je ne pense pas que ça va avoir les effets absolument gigantesques que dit Rex Kurzweil, qui est vraiment la transformation totale de la Terre. Non, mais par contre, on va avoir ces objets-là. Et donc, du coup, ça sera aussi un pouvoir, ceux qui ont les IA, qui font les IA, ça sera aussi leur moyen de faire des produits rapidement, avec puissance. Donc, il y aura des questions aussi de brevets, je ne sais pas. Ça, c'est dans le futur. Mais une des grandes applications de l'IA, c'est notamment pour les prothèses cerveau-ordinateur, parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus, travaillé là-dessus. Et en fait, par le passé, et je pense que d'un côté, il y a l'approche Neuralink, qui est de mettre une puce dans le cerveau pour échanger directement avec un ordinateur. Mais il y a l'autre approche qui commence avec Vision Pro, qui est d'avoir un casque qui va capter les flux. C'est parfait, c'est parfait, Maxime. Donc on a parlé de cette autonomie des IA qui va être super intéressante. Et maintenant, en effet, sujet très important, on a 2 sujets à évoquer ensemble là, que je ne veux pas rater, c'est Neuralink et Vision Pro. Et en Voilà. plus, tu es quand même très calé sur le sujet. Ouais, je pense, franchement. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé à un moment Et où. donc c'est de l'actualité. Neuralink, il y a 2 semaines, On revient à l'actualité. En fait, premier implant sur un humain et Vision Pro sorti je pense que c'est vendredi la dernier. version Vision Pro qui va fonctionner le mieux, une fois qu'elle sera dans sa nouvelle itération, parce qu'on a l'iPhone en 2007, on est à l'iPhone 10, ou peut-être 11, 12, je ne sais plus Mais exactement. quelle est la dichotomie que tu fais? C'est le Alors, invasif, pardon, non invasif? Vas-y, reprends. Ouais, si tu veux bien. quand on veut connecter un signal informatique avec un humain, quand on veut hybrider le métal et la chair, l'interface humain-machine peut se faire dans plein d'endroits différents. Elle peut se faire dans le corps, comme c'est le cas par exemple pour un pacemaker, parce que c'est là l'idée, c'est que l'ordinateur doit détecter le problème cardiaque et envoyer la bonne stimulation pour compléter. Ou alors le défibrillateur cardiaque, qui est une version plus puissante, différente du pacemaker, qui peut arrêter le cœur en cas de orage cardiaque, en cas de crise cardiaque, et rebooter le cœur. Donc il ne faut pas se louper. Il faut que la machine soit vraiment à savoir exactement ce qu'elle fait, parce que arrêter volontairement le cœur pour le relancer, c'est comme recevoir un coup de sabot de cheval dans la poitrine. C'est comme ça qu'on me l'avait décrit. C'est comme j'ai jamais pris de coup de sabot de cheval, mais je me dis que c'est puissant. C'est puissant et violent. Pourquoi l'interface dans ce cas-là est cardiaque? C'est parce que dans le corps, c'est parce que c'est pour un problème cardiaque. Donc en fait, on peut très bien faire donc une connexion. On peut le faire aussi dans le cerveau pour la neurostimulation, enfin la stimulation cérébrale profonde pour des gens qui ont Parkinson, par exemple, ou ça peut servir aussi dans une certaine limite contre les gens qui ont des douleurs, pour les polytraumatismes. Ça peut servir pour le pancréas artificiel. Donc ça peut servir déjà pour des applications de réparation. Moi, dans ma thèse, j'avais travaillé sur ce triptyque humain augmenté, humain réparé, humain diminué. Je travaillais avec les gens qui avaient traduit le terme humain au CNRS, Jean Gaillon et Suzanne Bettman. C'est eux qui ont traduit le terme enhanced human en humain augmenté. Et ils avaient beaucoup hésité, parce qu'ils hésitaient entre rehausser et augmenter. Parce
parce que dans augmenter, il y avait le côté quantitatif. J'ai gardé l'idée quantitative d'augmenter pour parler de diminuer. Parce qu'en fait, on peut être augmenté, mais ça dépend. Ça dépend par rapport à quels critères. Et là, me réparer, par contre, est plus évident. C'est quand on a un problème, une dysfonction, on essaie de réparer. Mais ça peut être compliqué. Parce que, Les, bref. les- les mots, les mots sont très importants. Et tu as raison aussi, on en parlait juste avant, Donc, dans le cas de parler d'humain et pas d'homme, parce qu'on fait très attention aussi à ce que ce sujet soit partagé par les femmes aussi. Ah oui. Et en fait, ouais, en anthropologie, on parle d'humains avec des hommes et des femmes. Et donc, dans certains peuples, il y a des pratiques pour les hommes, pour les femmes, etc. Mais autant utiliser humain. Parce que Très bien. Bon, et donc, du coup, Donc, je vois très bien ton triptyque. Oui, tout à fait. OK. et donc, du coup, l'humain réparé, il est à la fois plus contrôlé médicalement parce qu'il s'agit d'éviter que la maladie s'empire. En plus, le chirurgien qui opère, il engage sa responsabilité professionnelle. Donc, en fait, on ne fait pas n'importe quoi. En gros, je résumerai, quand il y a l'humain réparé par des médecins, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on contrôle bien ce qui est fait. Il y a toujours un risque d'infection. Ça, c'est important. Premièrement, dès qu'on met quelque chose dans le corps, que ce soit un pacemaker, que ce soit un truc dans le cerveau, que ce soit un Neuralink, il y aura une chance sur 1000 d'infection. Et quand il y a une infection, ça peut être grave, ça peut mener à la septicémie. Donc, du coup, j'ai vu ça quelque part cette semaine, le 1 sur 1000. Ouais, donc, ouais, c'est un chiffre à avoir en tête, en tout cas. c'est peut-être mis sur LinkedIn pour dire attention, parce qu'il y a c'est 1% de chance, mais 1% sur 1000 où il faut explanter. Il faut explanter tout ça. Parce que les vendeurs d'implants le savent, mais en fait, quand on promeut ces implants direct homme-machine implantés, on oublie cette. Et quand je dis 1%, 1 sur 1000, c'est dans le cas notamment des implants avec une coque en plastique biocompatible, en pic ou en titane, mis dans le corps. Mais dans le cadre des interfaces de type Neuralink, elles existent depuis pas mal d'années. En fait, il y a déjà 20 ans, ça existait déjà. Mais il fallait faire un trou en fait dans le crâne. Et du coup, ce trou, ça donnait une prise, en fait. Une prise comme pour les robots. C'est le même type de prise que pour connecter un robot. Et en gros, à cette zone-là, il y avait un risque d'infection. Matthew Nagel, qui est la première personne qui a été implantée par ce dispositif, est mort au bout d'1 an et demi ou 2 ans ou 3 ans après l'avoir porté. Ouais. Une infection. Donc, du coup, l'innovation de Neuralink, c'est de faire déjà, la puce va avec l'espèce de machine à coudre, on dirait une machine à coudre géante qui fore un trou dans le crâne, qui scalpe, qui fore un trou dans le crâne et qui, en fait, l'implant sert de bouchon. L'implant Neuralink, c'est un bouchon biocompatible qui va boucher le trou qui a été enlevé. Je ne sais pas où va l'os, parce qu'il est gardé au cas où on veut. Collection pour le remettre. Je ne sais pas combien de temps on peut le garder. Et donc, du coup, en fait, et ensuite, Neuralink est moins invasif dans la mesure où il rentre moins avec ses électrodes que d'autres. Mais ma thèse, en tout cas, je l'ai appelée Le métal et la chair. Elle venait d'une intervention de Anderson, j'ai oublié son prénom, du California Institute of Technology, qui avait fait une superbe présentation sur ces interfaces-là en 2006 au Collège de France. J'y étais présent. Et en fait, il m'avait donné une information qui était très intéressante, c'est qu'il disait que les électrodes qu'il mettait dans le cerveau de ses patients, en fait, les neurones fuyaient la tige de métal. Et du coup, en fait, le neurone n'a pas des petites jambes ni des petits bras, hein, mais pourtant, il a une capacité de croissance à gauche, à droite. Il arrivait à essayer d'éviter l'électrode qui pourtant était fichée contre lui. Et c'est-à-dire qu'en fait, je sentais que le métal et la chair ne faisaient pas mon ménage. Donc c'était là que c'est fou. Parce que la machine à coudre dont tu parles, en effet, elle fait le trou dans donc la trépanation dont tu parlais. Et après, oui, il y a des tout petits trucs qui connectent en fait les petits fils aux bons endroits pour les neurones. Voilà. Mais je savais pas qu'ils fuyaient potentiellement. C'est Et incroyable. bien, en fait, ça va dépendre ensuite de la couverture métallique. Parce qu'au début, c'était des électrodes un peu classiques il y a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, en fait, je me rappelle M. Anderson, Dr. Anderson, j'oublie son prénom encore une fois, il avait voulu faire des mini-moteurs pour que l'électrode puisse se reconnecter comme il fallait. Et en fait, on s'est rendu compte, alors avec des nanotechnologies, je sais que c'est possible, mais c'est compliqué au niveau des autorisations, mais il y a au niveau de l'or, d'utilisation on peut faire des matériaux de plus en plus biocompatibles qui se connectent bien, en fait, notamment à Toulouse, en France, au LAS, il y a beaucoup de recherches qui étaient assez convaincantes sur la capacité de mettre des petits fils qui vont être captés au bon endroit et qui ne bougeront plus. Par contre, ils sont assez difficiles à enlever aussi. Plus ils sont bien collés, moins ils sont bien faciles à enlever du cerveau. Donc, c'est la question de l'explantation. Et donc, le métal et la chair, la frontière va devenir de plus en plus fine. C'est ça que tu nous dis aussi. Pas forcément. Ça, c'est pour le réparer. On le fait parce qu'en fait, on veut un signal rapide. Et la grande question, quand on veut, par exemple, interfacer
un cerveau avec un ordinateur, ce qui est le plus rapide, c'est si on connecte directement nos nerfs avec l'ordinateur. Mais tous les problèmes d'infection, les problèmes de ceci et de cela et de cela et de cela sont le côté négatif. Le côté positif, c'est l'acquisition immédiate du signal. L'autre et là, sur le premier implant là, chez un être humain, en tout cas, on disait que les neurones répondaient, que ça avait été on a plutôt fait les déclarations de Neuralink et ils disent que tout va Mmh. bien. Et ça, pour l'instant, on va les croire sur parole. Et j'imagine que c'est vrai, mais oui, je pense que ça Et fonctionne. donc, comme tu dis, oui, là, c'est le plus rapide au niveau de la connexion, c'est de la connexion en direct. Ah, Et OK. quand on veut vendre le produit, c'est ce que je dis dans ma thèse, si on veut changer, passer d'un iPhone 6 à un iPhone 7, à un iPhone 8, s'il est implanté, il va falloir à chaque fois l'explanter. Neuralink 1, Neuralink 2, enfin télépathie 1, télépathie 2, télépathie 3. À chaque fois qu'on va augmenter la puissance, la capacité d'immersivité, etc., on va devoir explanter. Et là, on a les mêmes problèmes que l'humain réparé. C'est-à-dire qu'il faut des chirurgiens, il y a les risques d'infection, il y a les risques de complications, etc., etc. Donc, du coup, je pense, pour faire court, c'est que ce système d'implant Neuralink va être super bien, mais pour réparer des gens qui sont tétraplégiques, hémiplégiques, ou pour des gens qui ont un problème de santé qui fait que, en fait, le jeu en vaut la chandelle. C'est la Oui, question de ouais. coût-avantage qu'on peut avoir à chaque fois en médecine. Alors Mmh. que nous, qui ne sommes pas forcément malades comme ça, on n'a pas besoin de ces Neuralink, le truc, c'est qu'on va être réticent. Parce que Mmh. même si, bon, il y a des gens qui voudront le faire, quand on arrive devant cette espèce de machine qui fait un trou et qui, ça va être intimidant, un peu comme se faire opérer les yeux, j'en sais rien, mais bon, la trépanation n'est pas nouvelle. Les hommes préhistoriques le faisaient, c'était un des moyens pour soigner certaines folies. Donc, le côté trépané n'est pas nouveau, c'est une des opérations chirurgicales les plus anciennes de l'humanité. Tu as Mais raison, on n'est pas forcément prêt à y aller et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas envie de passer le premier aussi. Tu sais, il y a il Mais y a il y a surtout que ça. si on passe le deuxième et qu'on a notre truc Neuralink et qu'ensuite l'équivalent de l'Apple Vision Pro promet la même chose, mais sous forme de casquette, on se dit ah ah, je me suis peut-être fait avoir en ayant fait tous ces trucs, je prends des médicaments, j'ai un problème de ceci, de cela. Alors qu'en fait, si je mettais la nouvelle casquette, en plus on peut choisir la couleur de la casquette, une casquette ou j'en sais rien, ou un bijou, parce qu'on dans le... Et je reviens sur l'IA, la grande avancée de l'IA n'est pas que dans la génération, elle est aussi dans la prédiction ou dans la capacité justement d'améliorer le traitement du signal pour les interfaces à machine. C'est-à-dire qu'avec des IA de plus en plus performantes, on arrivera avec un signal de plus en plus pourri, mauvais, à avoir de plus en plus de qualité. C'est-à-dire que finalement, d'avoir une casquette ou d'avoir un masque de ski, enfin d'avoir un truc qui ressemble à un Vision Pro au début et qui pourra encore s'améliorer par la suite en miniaturisation, pourrait avoir un jour une capacité assez équivalente au Neuralink. Tu as raison, c'est hyper important. On l'a vu, c'est hyper important et on en parle, j'en ai jamais parlé ici. Tu parles d'une amélioration du traitement du signal grâce à l'IA, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. L'IA décryptant ce signal heu, comme un LLM, et Voilà. comme un speech to text et on le voit parce que en fait, il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là. On te dit bientôt on va pouvoir, mieux comprendre, faire de la communication, animalière beaucoup plus facilement. On te dit on arrive à lire, un encéphalogramme ou un IRM, et à te dire ce que la personne visualise, en fait, justement, juste à partir de ces documents et en utilisant un modèle type, Stable Diffusion pour avoir une sortie dessus. Hem Aux et donc États-Unis. une énorme amélioration du signal. Mais parce que toi, donc en fait, Maxime, toi, tu vois 2 catégories, heu, pour la même fin, qui sont d'un Vas-y. côté Neuralink et Vision Pro aujourd'hui? En fait, mais Neuralink est un produit qui imite le BrainGate. Le BrainGate qui s'appelait CyberKinetics, mais qui a dû changer de nom. Le BrainGate, ça a été une invention américaine. Bon, j'ai plus exactement la ville, c'est peut-être Chicago, mais j'en suis pas certain. En tout cas, Miguel Nicolelis a participé à l'élaboration de ça. Miguel Nicolelis, ses travaux ont bien plus d'avance sur ce que fait Neuralink. Mais Neuralink, c'est un peu le côté Elon Musk, Tesla, SpaceX. Il y a côté rupture, quoi. Il y a un côté innovation rapide, avec des suites rapides, avec des essais-erreurs, malheureusement pour les macaques qui ont été testés. Mais ça, c'est ça ce qui est toujours terrible avec ces genres de prothèses implantées. Et en Mmh. fait, le truc, c'est que il y a le côté vraiment innovant de Neuralink dès le début, dès qu'ils ont sorti le truc.
dès que le premier jour qu'ils annoncent le Neuralink. Au début, ils voulaient utiliser un truc qui s'appelle le stent probe. Stent probe, c'est en fait une sonde stent qui se insérait dans la jugulaire jusqu'à aller dans le cerveau et qui se déploierait comme un parapluie. Ils ont abandonné ça, ça marchait pas. Donc du coup, c'était le minimum de trous, parce que comme le trou dans le crâne faisait mourir, en fait, à moyen terme, s'il n'y a pas de trou dans le crâne, tout est implanté, c'est cool. Mais le stent probe, ils ont oublié cette communication, ça, ils ont abandonné très rapidement. En tout cas, j'en entends plus parler, parce que je pense que déjà, à enlever, c'était impossible, et à mettre, peut-être pas non plus. Donc, les trucs beaucoup plus classiques, de faire une trépanation, mais après, l'idée de mettre une partie de l'implant, ce soit le bouchon, bon, ça veut dire qu'on peut toucher son implant, du coup. On va sentir un rond, quand même. Et ça fait aussi une fragilité, un coup de... par exemple, pour faire des arts martiaux. Quelqu'un qui a envie de faire du kung-fu, qui se prend notamment un coup de... Ça me fait penser un petit peu quand même, forcément, mais même si on vient bien sur le sujet des films de science-fiction, mais à Total Recall et à Johnny Mnemonic aussi, avec Keanu Reeves. Et petite parenthèse, je crois, Maxime, si j'ai bien compris, que toi, tu es un fan d'arts martiaux. Oui, j'aime bien les arts martiaux. Ouais, j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux chinois. Tu pratiques encore? Non, malheureusement, j'aimerais bien, il faut que je m'y remette. Mais ça permet d'être en forme, c'est que du bonheur, c'est vraiment bon pour la santé. Mais effectivement, dans ces cas-là, oui, c'est vrai que ça peut pas être... Dans la vie quotidienne, on ne se prend pas des coups de poing, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. On peut s'en prendre. Hein. Et si on a le Neuralink et que ça fait une fragilité, c'est comme quand on porte un implant cardiaque, un pacemaker, il y a des choses qui sont déconseillées. Enfin, on va éviter les montagnes russes, quoi. La montagne russe. Il y a beaucoup de choses, mais déjà la montagne marine, c'est on arrête, et piloter un avion aussi, par exemple, ou l'escalade, parce qu'il ne s'agit de pas avoir de... Donc, ça crée des faiblesses. Et c'est pour ça aussi, l'armée française, il y a quelques années, a dit qu'ils étaient oui à Iron Man et non à j'ai oublié, ou non à, je sais plus, non. En fait, ils ne voulaient pas d'un plan, non à Robocop, enfin, j'ai oublié. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de parler de trucs trop militaires ici, mais en gros, il n'y a pas que le temps d'acquisition du signal, il y a la robustesse. Le soldat, si on lui met des puces et que ces puces deviennent une faiblesse, l'ennemi va l'utiliser. Donc là, c'est le soldat qui est sur un territoire guerrier, et donc l'armée française a dit oui, on est d'accord pour le soldat augmenté, mais façon Iron Man, avec des objets détachables. C'est pour ça que ma thèse, c'est la première partie, c'est des objets non implantés, et la deuxième partie, c'est les objets détachables. Et je disais qu'avec les objets détachables, l'écran en est un. L'écran, c'est un objet qui est déporté, mais qui envoie des informations dans notre intimité, puisqu'en fait, l'écran touche notre œil, qui touche notre rétine, et la rétine, c'est une partie du cerveau. Donc, en fait, les pixels nous touchent, mais l'interface, c'est plus complexe que si on avait directement un câble qui nous envoie l'information. Alors, décris-moi, Maxime, maintenant, on a parlé un peu de Neuralink, justement, maintenant, prenons le côté Vision Pro, et comment tu vois cette sortie, comment tu vois le potentiel. Oui, donc tu parles des yeux, oui, tout à fait. Alors, donc, du coup, en fait, quand j'étais au Japon, j'étais dans un labo au Tokyo Institute of Technology, et ils travaillaient sur les différentes modalités de connecter un cerveau et un ordinateur, en faisant des expériences sur des singes aussi, donc avec le signal à temps d'acquisition très rapide, mais les problèmes d'infection, c'était les singes qui n'allaient pas bien. Deuxièmement, où il fallait très bien soigner, médicaments et antibiotiques. Deuxièmement, il y avait différents types avec de l'infrarouge, avec des signaux myoélectriques, avec des électroencéphalogrammes. Par exemple, les électroencéphalogrammes, le problème, c'était le temps de traitement du signal. Parce que le cerveau a une activité tellement complexe que quand on capte tout ça, on se retrouve à devoir traiter énormément d'informations. Eux, par exemple, pour les mains bioniques, on utilise les signaux des muscles. Ici, c'est les EMG, c'est le signal myoélectrique, parce que c'est déjà plus simple. Et avec une IA, déjà à l'époque, en 2008, ils étaient déjà en train d'utiliser des IA pour détecter les types de signal myoélectrique. Ça permettait d'imaginer ce qu'on voulait avoir comme mouvement de la main. Parce qu'il y a des corrélations, à peu près tous les muscles sont en chaîne sur le corps, on arrive à faire des approximations, s'il y a tel mouvement dans ce muscle, c'est qu'on peut faire ce mouvement de main. Du coup, on peut faire bouger parce que par rapport à avoir juste l'information directement au niveau du cerveau, la différence c'était que c'était plus simple, parce que c'était juste des muscles. Donc, ils ont essayé plein de techniques, et notamment, je me rappelle de Taha, un ami turc, qui était sur une voie de garage, en fait, ça ne marchait, c'était beaucoup trop lent.
Et lui, c'était un peu déprimant pour lui parce qu'il était sur une recherche où il montrait que ça marchait pas assez vite. Mais la question de la vitesse était très importante parce qu'il y a la question de la vitesse, mais c'était tributaire d'ordinateurs puissants et de systèmes d'IA puissants aussi. Et Bien là, il y a un sûr. tel boom de l'IA que je pense qu'on est en train d'avancer énormément. Et le Vision Pro est la première itération de ça. Les Google Glass n'ont pas marché. Elles étaient trop en avance. Elles ont heurté la société de l'époque. Moi, j'ai écrit un article, c'est lunettes hyper connectées et altérité, un truc comme ça, pour le CNRS. Et j'ai été invité par Google Paris pour m'expliquer que non, les Google Glass sont pas si problématiques que ça. Elles étaient cool. Oui, Ouais. elles étaient cool, mais en fait, le fait qu'elles étaient vendues pour filmer, les Vision Pro ne sont pas vendues pour filmer, mais elles peuvent filmer. Donc finalement, les problèmes des Google Glass et des Vision Pro sont similaires. Mais Apple est bien meilleur pour vendre son truc, déjà, et la société a changé. Et Ouais. la technologie a avancé. Parce que les Google Glass, en vrai, elles chauffaient, elles avaient des limites, c'était bluffant pour certains aspects, mais le Vision Pro, je pense. Alors, L'écran, moi, je les avais testés, les Google Glass, quand même. Et l'écran, bon, bah, c'est normal. Hein. C'était il y a 10 ans au moins. Hein. il y a 11 ans. Tu dis combien? C'est en 2014, il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, c'est ça. Et non, non, mais l'écran, il n'était pas très lisible non plus. Après, il y avait cette volonté de réalité augmentée, machin, mais c'était une première version. Mais oui, oui. Il y a Voilà. quelques On années, n'était j'ai pas sur sur la le même qualité de produit que ce que j'ai vu en tout cas sur Vision Pro dans les démos, et ce qui est tout à fait normal. Moi, j'ai essayé HoloLens 1 et 2, Ouais. et déjà, c'était carrément autre chose, beaucoup plus convaincant. Mais j'en voyais que des utilités médicales, professionnelles. Mais le Vision Pro, ils ont réussi à faire un marketing aussi. Ils arrivent à inclure l'environnement Apple, donc c'est-à-dire le Et donc, microphone. Maxime, toi, en fait, pour l'être humain, pour augmenter l'humain, en fait, pour augmenter l'humain et donc pas réparer l'humain, en tout cas, toi, tu penses que peut-être que la voix Vision Pro, ce qui veut dire la voix non invasive et tout ça, va certainement Ouais, l'emporter, quoi. je pense parce que quand j'ai fait, alors la société peut changer, le rapport au corps peut changer, mais quand j'ai rencontré des gens qui acceptaient des modifications corporelles qui seront non réparatrices, qui c'était pour adjoindre des nouveaux pouvoirs, des biohackers, des gens qui voulaient un petit peu modifier leur corps, ils avaient tous le profil un peu cyberpunk, artiste, un peu comme Orlan. On a fait une exposition au musée de l'homme qui s'appelait Aux frontières de l'humain. C'était au Trocadéro. C'était donc réfléchir aux limites de l'humain. Et moi, j'avais la charge de m'occuper de la salle du cyborg et un peu du transhumanisme, la volonté de repousser la mort. Et le cyborg, il y avait Orlan, qui est une artiste, qui, elle, depuis très longtemps, depuis des décennies, fait des opérations chirurgicales, les films, ça joue des choses. Mais elle a une vision happening, etc., qui est un petit peu choquante, mais qui n'est pas le commun des mortels, en fait. En gros, la plupart des gens, ils veulent quelque chose de confortable, quelque chose qui ne va pas être douloureux, ils veulent pas des complications, ils veulent du simple. Et il y a un moment donné où le plus rapide, le plus efficace, ce sera l'interface dans le corps, peut-être. Donc, c'est un côté Johnny Mnemonic, Matrix, etc. Mais je pense qu'avec des progrès en informatique qui sont conséquents, le non implanté va faire des progrès non-stop. Un peu comme on aurait eu du mal à imaginer la puissance d'un téléphone portable dans les années 60. C'était imaginable. Il y en a qui l'ont imaginé. Mais c'était rare parce qu'on se disait non, c'est trop. Ben, imagine maintenant ce que ça peut donner. Un système informatique qui va capter tellement bien les signaux du cerveau qu'il va comprendre ce qui se passe dans le cerveau en suffisamment pour interfacer l'ordinateur, écrire des textes, créer des IA, créer des images et communiquer. Et ça va arriver plus tard. Mais le Vision Pro est déjà une première direction parce que des Coréens et les Chinois vont s'empresser de copier ça en version dégradée. Apple va sortir un Vision Pro numéro 2, un numéro 3, et à un moment donné, on en arrivera à des choses de plus en plus cool, de moins en moins. Il y a aussi le problème de se le faire voler, parce que se balader à Paris avec un Vision Pro, c'est vraiment parce que c'est 3500 € pour ceux qui n'ont pas de problème de correction, et ceux qui ont un problème visuel et qu'il faut une correction visuelle, c'est 3700 € de dollars. Ouais, ouais, ouais. Ah non, Mais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À Paris, je pense que c'est très compliqué. mais Euh, ça va changer. Là, Maxime, je pense qu'on a tellement de choses à se dire. En fait, j'envisage déjà un deuxième épisode hein, qu'il faudrait qu'on organise. Je voulais qu'on parle une seconde de la news. Tu sais, donc, le projet Vesuvius, donc, qui a consisté donc,
à trouver un petit peu les secrets des mondes anciens. Donc on est parti en fait de documents, de papyrus brûlés suite au volcan, donc à l'éruption de Pompéi. Et avec l'IA, donc à l'initiative de Nate Friedman, un des cofondateurs de GitHub, on a réussi à lire avec l'IA ces parchemins sans les abîmer. On en a lu un. Il y en a peut-être encore plein, plusieurs centaines qui seraient donc dans le même site, qui je crois est pas très loin de Herculanum. Euh, Là, pour l'instant, on a vu que c'était un poète, grosso modo, qui racontait sa vie, qui racontait son alimentation, ses plaisirs et ses travaux artistiques et de poète. On attend de voir si on ne va pas tomber sur un papier d'Aristote ou d'autres philosophes. C'est une nouvelle incroyable et pour le coup géniale pour l'IA. Et là, ça n'arrête personne. On en parlait juste avant, ça coûte pas très cher. Personne va nous dire que c'est pas bien. C'était super cette histoire. Complètement. Et c'est la même chose que le décryptage des tablettes mésopotamiennes. En fait, le nombre de gens sur Terre qui sont capables de lire les langues cunéiformes mésopotamiennes anciennes, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux 8 milliards de personnes sur Terre. Donc du coup, ils ont largement assez de travail comme ça, et l'IA ne va pas leur voler du travail. Donc là, c'est ces deux exemples-là qu'on cite pour les tablettes mésopotamiennes ou pour les papyrus que tu évoques. C'est des exemples où là, il n'y a pas de question. Enfin, moi, j'arrive en tant qu'anthropologue, en tant que technophile, ce côté technophile, j'arrive pas à voir le négatif, même si je creuse du pont, parce qu'on peut réussir à retrouver en fait des choses anciennes, des nouvelles données. Pour les historiens, c'est formidable parce que les sources, c'est ça qui fait tout dans le travail historique, en grande partie, enfin pas tout, mais une grande partie du travail historique. Donc retrouver des sources, parce que quand on voit le nombre même de tablettes aussi mésopotamiennes, on n'a jamais pu décrypter, on ne sait pas tout ce qu'ils ont fait. Sur certaines tablettes, on a trouvé des codes de loi, on a trouvé l'épopée de Gilgamesh, des choses qui sont des textes majeurs de l'humanité. Donc si on décrypte tout, au bout d'un moment, c'est formidable. Et là, c'est l'exemple même où l'IA peut faire avancer une science, ou ne pose aucun problème, même en termes de consommation énergétique. Je donne ma bénédiction, parce que je pense que ça va, il n'y a pas besoin de beaucoup d'avions, de transporter des gens en avion pour aller sur place, etc., d'un musée à l'autre. Non, c'est bon, on scanne, on passe ça dans l'IA et on a le texte. Et donc, du coup, il y a aussi des choses comme ça qu'on n'avait pas envisagées au départ, où il n'y a que du positif. Il y a une chose hyper positive, comme je vois Lookout, c'est quelque chose de Google qui veut utiliser pour pouvoir dire ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Donc, on montre avec son smartphone ou son appareil quelque chose, et il y a une description. Pour les gens malvoyants ou les gens qui sont aveugles, mais c'est génial. C'est génial. Je donnais une conférence la semaine dernière et on m'a posé cette question. On m'a dit, mais pour les handicapés, les personnes with disabilities, est-ce qu'on pense à elles? Et en effet, rien que la fonction vision de ChatGPT+, et ce que tu décris là sur Google, c'est extraordinaire en fait de pouvoir décrire une image aussi précisément. On peut imaginer un agent simple à utiliser, facile à activer, parce que si la personne est aveugle, peut-être, ou alors avec quelque chose comme le Rabbit peut-être, ou un autre truc du même type, et hop, la personne malvoyante, en un geste, on dire ceci est la chemise rose, la chemise bleue, la chemise verte. Bien sûr. Ça peut être super pratique et pour tout. Bien sûr. Et là, je vois que du bien. Alors bien sûr, il y a aussi le côté vie privée, en fait. Forcément, tout ça, ça sera déconnecté par Google, bien sûr, mais quand ton handicap est trop important, je pense que ta vie privée, tu es tout à fait prêt à la mettre de côté sur certains sujets, quoi. Enfin, et c'est comme l'IA qui sert à chercher de nouveaux médicaments. On commence à avancer à nouveau sur les antibiotiques grâce à l'IA. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore parce qu'il va falloir tester, il va falloir faire beaucoup de choses. On verra ça en peut-être 8, 10, 12 ans. Mais de trouver des nouveaux médicaments aussi importants que les antibiotiques grâce aux IA, c'est quelque chose de formidable. Bon, le côté négatif, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour trouver des toxiques aussi. Je ne sais pas si tu as vu les 33 000 produits neurotoxiques ultra violents qui avaient été découverts en quelques heures par un labo qui avait demandé à son IA de faire l'inverse. Au lieu de chercher un médicalement le moins dangereux, cherche les médicaments les plus dangereux. Je l'ai pas vu celui-là, mais c'est vrai que celui-là, il fait un peu froid dans le dos. Maxime, deux questions rapides pour tenir le format. Ta timeline pour AGI et l'intelligence artificielle générale et la super intelligence. Alors, déjà, il faudrait voir. Donc, en fait, on n'aura jamais vraiment une intelligence qui sera la même que nous. Tout comme on n'a pas la même intelligence qu'une baleine ou qu'un éléphant. Pour autant, on se juge plus intelligent qu'un éléphant.
J'en suis pas certain, il faudra vérifier. Oui, on a vérifié. Il paraît qu'on est plus intelligent, mais j'en sais rien en fait. Je suis pas convaincu. À un moment donné, c'est la même question qu'au départ. On n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe, donc on n'a que les manifestations extérieures. Et les manifestations extérieures de AGI, ce serait d'avoir un interlocuteur qui nous bluffe, où on puisse passer 2 jours avec. Bah, c'est les questions de Alien, notamment dans Alien 1 avec mince, j'ai oublié le nom. Sigourney Weaver. Ouais, non, bah, oui, mais Bishop. Bishop, Bishop, bien sûr, je sais bien pas sûr. si Bishop, vous avez vu Alien 1, le mais voilà. mythique, l'androïde mythique. Alors lui, je crois qu'il est annoncé tel quel comme Android dès le début, mais par contre avec les réplicants, donc toujours Ridley Scott, dans Blade Runner, on ne sait plus qui est qui. Et du coup, à partir du moment où le réplicant, on arrive à faire quelque chose de type réplicant, on est dans les GI, dans un Android. Mais bon, on peut enlever le corps et garder juste que l'esprit, capacité de discussion. Alors les GI qui est vu par... Moi, je me méfie de Sam Altman et d'Elon Musk et ces personnes-là qui ont un agenda, en fait. Ils sont aussi un peu de souffler le froid et le chaud en fonction pour créer de la hype. Donc, je me méfie. J'étais très, très Apple quand j'étais plus jeune. Et puis, finalement, je trouve que Microsoft, c'est pas mal aussi. J'écoute pas mal ce que fait Bill Gates. Je trouve qu'il a un côté tranquille, mais il avance des arguments souvent assez intéressants. Et Bill Gates parle de l'ère de l'IA. On est dans l'ère de l'IA. L'IA va prendre plein de formes. Les GI, c'est celle qu'on voudrait qu'elle prenne quand on voudrait avoir un alter ego. Et c'est celle que Turing voulait au départ, avoir un ami, en quelque sorte. Après, l'ami peut devenir un ennemi aussi, c'est ça le risque. Donc, du coup, c'est la peur de l'AGI, c'est aussi la peur j'appelle ça aussi un miroir aux alouettes, attirer des gens à nous. Le programme attire des gens à lui pour collecter de l'info, pour manipuler. Bon, alors au niveau de la timeline, l'AGI, j'en sais rien, mais je pense que c'est dans pas longtemps qu'on aura quelque chose qu'on appellera l'AGI. Très bien. Tu veux dire donc quelques années Ouais. si tu veux, tu peux me dire une année, 2030, avant 2030. 5, 7, 8 ans. On appellera ça des GI. Mais il y aura toujours des gens qui... 5, 7, 8 ans, c'est ce qu'on... En tout cas, moi, j'avais les... Tu sais, c'est sur Metaculus, le site de prédiction, là. Donc, c'est un site de prédiction par des chercheurs. Enfin, en tout cas, tu as Ark Invest. Metaculus. Metaculus, c'est très bien fait. Et en fait, on te dit que jusqu'à il y a 2 ans, on voyait AGI grosso modo. Après, je ne sais pas qui avait une définition précise de AGI il y a 2 ans. Mais bon, on te disait que c'était dans 18 ans. Il y a 3 ans, donc pré-Transformer, tout ça, un peu plus tôt, c'était 34 ans, quoi, tu vois. Et là, depuis ChatGPT, grosso modo, on est passé à 7-8 ans. Ah, ok. Mais moi, en fait, et tu vois, et ensuite, la courbe, elle descend en fonction de comment elle va descendre. Elle arrive sur 2027 ou 2030. Moi, j'adore les jeux de rôle papier et j'adore l'univers de Shadowrun et de Cyberpunk. Maintenant, Cyberpunk, tout le monde connaît puisqu'il y a eu la version Cyberpunk de CD Projekt Red en version jeu vidéo. Mais Cyberpunk, à l'origine, ça va être 89 et Shadowrun de 90. Et plus ou moins, et les 2 univers avaient comme perspective l'émergence d'IA. En fait, c'est-à-dire qu'on parlait d'hybridation, d'hommes qui portaient des bras robots pour se battre, de femmes qui utilisaient des trucs robots pour chanter. Enfin, tout le monde avait des capacités augmentées. Ce qui était marrant, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment vu le portable. Ils étaient aussi très orientés sur la connexion à la BrainGate, à la Neuralink, c'est-à-dire directement connecté dans le cerveau. Mais souvent, quand on lit bien tous ces jeux de rôle et tous les scénarios, ce qui arrive, c'est qu'il y a des IA qui arrivent. Mais eux, ils le situaient dans les années 2040, 2060, Ouais, 2070. C'était le moment où ils arrivaient et provoquaient des tas de basculements qui étaient narratifs. Et là-dessus, juste une chose, c'est le cyberpunk. Ça inspire énormément Elon Musk, par exemple. Et Claire Boucher. On a vu le Cybertruck. Et pas que lui. En fait, quand William Gibson, il n'y a pas que lui, il y a Sterling aussi, il y en a d'autres. William Gibson avec le... Ouais, tout à fait. Johnny Mnemonic. En fait, gravé sur Chrome, Mona Lisa s'éclate, il y en a plein. En fait, Lumière virtuelle, premier livre qui parlait des lunettes de réalité augmentée en 96, je crois. Idaho, bref, je ne vais pas toutes les citer. Lui, il faut voir que c'est un romancier et qu'il a besoin de trucs dark, de trucs problématiques, de truands, de trucs terribles, de problèmes. Sinon, les romans sont ennuyeux.
Mais du coup, ce qui me pose problème, c'est que les ingénieurs qui se sont inspirés de Blade Runner et de Cyberpunk pour créer leur technologie, j'ai l'impression qu'ils ont par prophétie autoréalisatrice, ils vont aussi dans le sens de mener à un truc dystopique. Alors que, à mon avis, c'est le manque d'imagination des ingénieurs. Il y a un grand. Mais évidemment, mais tu as raison, Maxime. On n'en parle jamais assez. Toute la science-fiction, tous les films et tout ça sont toujours des dystopies. Et c'est vrai que si c'était juste une version bisounours, ça n'intéresserait certainement personne. C'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. Et du coup, on inclut le côté problématique dans l'imaginaire des ingénieurs qui vont ensuite créer un truc. Parce que, en fait, les ingénieurs ou les chercheurs en robotique ou en informatique, ils ont déjà assez de temps de travail pour programmer. Ils en ont moins pour réfléchir à la téléologie de tout ça, c'est-à-dire à l'éthique ou à la distance. Je ne dis pas du tout qu'ils sont ignares, c'est que c'est une question de temps de partage. Et finalement, il y a une espèce de rétroaction, en fait, de la mise en garde de la littérature des années. Mais il y a aussi Kadik des années 60. Kadik, Blade Runner, Kadik, à la base, il a pas. C'est sûr qu'il n'a pas une histoire facile. On arrive à se départir du côté négatif de ces dystopies qui sont là pour des raisons commerciales, en gros, ou d'attrait, pour que le film soit chouette, ou que bien sûr. pour garder les technologies. T'as raison. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Maxime, il faut qu'on tienne le format, un livre ou un film, ou un de chaque de science-fiction, mais juste le titre, ce que tu adores vraiment. Ah, ce que j'adore. Alors, dans les films, c'est 2001 Odyssée de l'espace, Blade Runner, et Cloud Atlas. Cloud Atlas, il est moins... Oui, il est pas facile d'accès. Hein, non, il faut pas être... C'est un peu comme 2001. Hein. 2001, il faut pas être très fatigué, c'est pas un feel-good movie pour bien rigoler. En 2001, moi, ce que je dis, lire le bouquin d'Arthur C. Clarke en parallèle, c'est pas mal aussi, je pense. Oui, parce que, en fait, toutes les références à Nietzsche, au mythe du surhomme, etc., sont pas du tout évidentes. Il finit dans une espèce de salle de bain, c'est un peu bizarre. Enfin, je spoil. Bon, en fait, ça s'explique quand on a lu le livre ou quand on a lu les références du livre. Mais c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement prophétique, mais juste sur l'IA, c'est un des éléments du film de 2001 Odyssée de l'espace, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer dans l'évolution, l'homme, la machine, mais le traitement qui est fait de HAL et entre Dave et HAL, leur rétroaction, HAL qui devient de plus en plus humaine, ou de plus en plus humain au fur et à mesure du temps, et l'astronaute qui devient de plus en plus machinique pour sauver sa peau, toutes ces réflexions-là sont énormes, sont géniales. Ensuite, Blade Runner, le côté hybridation. Moi, j'ai une chose aussi qui m'est chère dans Blade Runner, c'était que ça présentait un monde où l'Asie s'était développée, parce qu'à l'époque où Blade Runner est sorti, il y avait vraiment une hégémonie occidentale, les États-Unis, l'Europe, et le Japon, la Chine, la Corée étaient quand même encore en émergent. Et là, dans Blade Runner, il y a déjà le côté très asiatique, où il y a une espèce de syncrétisme des cultures entre l'occidental et oriental, une hybridation des hommes et des machines, mais il y a aussi une mise en garde écologique, parce qu'en fait, tout le monde veut partir de la Terre, parce qu'en fait, la Terre est détruite, quasiment, enfin, elle est complètement ravagée. On le voit mieux dans Blade Runner 2, mais dans le 1, c'est déjà le cas. Donc, il y a cette question qui est très écologiste et qui est plus finaude que celle qui est dans Mad Max. Parce que dans Mad Max, qui est un bon film aussi, mais quand même moins bon, c'est pas très logique. V8 quand c'est l'apocalypse. S'ils n'ont pas beaucoup de pétrole, c'est pas le moment d'utiliser un V8. Mais bon, bref, ils aiment les V8. Bref, et l'apocalypse vu dans Blade Runner est subtil. Et je reviens à Cloud Atlas. Cloud Atlas, c'est un film qui a été un peu insuffisamment jugé, mais à un moment de sa sortie, il est comme les deux précédents, notamment Blade Runner. Blade Runner, c'est pas un film culte à sa sortie. C'était vu comme un sous-film de seconde zone. Il y avait énormément de gens qui l'ont détesté et des gens qui l'ont adoré. C'est pareil pour Cloud Atlas. Sur Allociné, au départ, Cloud Atlas, des gens qui adorent, qui hurlent au génie, et d'autres qui détestent. Et puis peu à peu, avec le temps, j'aime beaucoup Cloud Atlas parce que ça permet d'une vision sur du long terme, se projeter sur du long terme. Et ça me plaît beaucoup. C'est génial. Merci beaucoup, Maxime. On va se faire un autre épisode. On va enchaîner sur la science-fiction. C'était super d'échanger avec toi. Tu as travaillé aussi sur un documentaire pour Canal+, sur le monde en 2080. Ça s'appelle 2080, Nos Futurs. Alors en français, c'est une blague, Nos Futurs, un peu le punk, et Nos Futurs possibles. Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'il y a 4 émissions qui présentent à chaque fois une technologie, enfin les technologies sur une thématique, soit d'un point de vue utopique,
soit d'un point de vue dystopique, pour que chacun puisse se faire une idée de l'entre-deux. Très concrètement, par exemple, la santé, on peut avoir une santé où on a vraiment une technologie gratuite, ange gardien, qui veille à tout le monde pour que tout le monde puisse, en cas de problème, être soigné. On peut avoir une santé où, en fonction de l'opérateur auquel on a choisi de donner ses sous, qui peut être Amazon, qui peut être Meta, enfin ça peut être un grand conglomérat comme ça à la fois de l'ordre de l'internet et de la santé, pour avoir finalement un meilleur soin. Il y aura une inégalité dans l'accès aux soins. On peut aussi avoir, à chaque fois, c'est cette idée-là, qu'on a des IA qui sont positives, des IA qui sont cerveau-flicage, qui t'empêchent de faire quoi que ce soit. En fait, à chaque fois, c'est cette idée d'avoir deux futurs possibles qui se télescopent, en fait, pour pouvoir se faire une idée sur la santé, le transport, l'entertainment, enfin l'amusement, et la nourriture. On va suivre ça, je mettrai le lien. Et sur Maxime, Canal+, merci pour tout sur Canal+. Merci pour tout, Maxime, c'était passionnant. Énorme épisode. On va continuer ça. Je te dis merci et à très bientôt. Salut, Maxime. Salut.